c'était de plus en plus fort dans l'incitation. Maintenant, qu'en est-il des marchés de ces isolants biosourcés? Donc, je vous propose de passer la parole à Valentin Pion de chez Symbiose. Tu peux nous parler de votre activité biosourcée au sens large, avec un focus quand même sur les isolants, hein. Tu peux répéter, s'il te plaît? Focus sur les isolants. Ok. Alors moi, je travaille chez Symbiose, on est négoce de matériaux. C'est une société qui a été créée par Conviction en 1997, donc elle ne date pas d'hier. Et Symbiose a eu qu'une seule vocation, c'est distribuer des matériaux de construction, décoration et isolation en matériaux écologiques. Elle est située à Meyzieux, pas très très loin d'ici. On livre partout, on en reparlera. Résolument indépendante, Symbiose, elle oriente son approche vers une performance globale du bâtiment. On est négoce de matériaux, hein, mais on oriente quand même l'approche vers une performance globale, une qualité de construction, et la finalité du tout, c'est le confort de l'occupant, la durabilité individuelle et collective, et des économies d'énergie, bien entendu. Pour nous, c'est le bon sens. 25 ans. Alors, en 2022, Symbiose a fait 2,7 millions de chiffre d'affaires. On diffuse aux professionnels, aux particuliers et aux revendeurs. On a des forces avec du stock, une réactivité sur toute la France, une livraison sur toute la France et une expertise assez poussée. Ça, on va on va en parler plus. Voilà les produits qu'on va diffuser. Donc que du biosourcé, un petit peu de géosourcé aussi. Il faut que je sois précautionneux sur mes mots. Moi, Valentin Pion, je suis thermicien constructeur bois historiquement et je suis rentré chez Symbiose en 2015. Ça fait maintenant 8 ans que je diffuse des produits de construction. J'ai travaillé en bureau d'études thermiques. J'ai été un stagiaire, j'espère accompli, de Pilar, qui vous a présenté juste avant. J'ai travaillé chez Isonat. Voilà. En gros, mon passé. Là, ça va être les produits biosourcés qu'on diffuse, avec un petit peu de géosourcé en dessous. Et c'est ceux qui, moi, m'intéressent le moins, clairement. Je fais ça principalement par conviction. Donc aujourd'hui, si je suis ici présent, c'est pour pousser la filière biosourcée un petit peu plus, quoi. Voilà. Donc nous, on va diffuser du chanvre, de la ouate, du liège, et après des produits un petit peu mixtes, par exemple du trio de biofibre et de la fibre de bois. On va avoir des produits qui vont être en vrac ou en panneau flexible. On va avoir des produits qui seront comme donc vrac et panneau flexible, le chanvre et la ouate. Le liège sera en vrac et rigide. Le trio, que du flexible. Et la fibre de bois, du vrac, du flex et du rigide. L'évolution du marché, en gros, elle est un petit peu... elle reste bloquée sur deux produits qui, pour moi, résolvent quasiment tous les problèmes. On va avoir le trio, donc coton et coton, lin, chanvre. C'est un produit qui aujourd'hui répond à quasiment tous les problèmes des professionnels. C'est un produit qui est extrêmement utilisé par les plaquistes. C'est un produit qui émane très peu de poussière. C'est un produit extrêmement confortable. Et après, on a une autre gamme de produits qui s'appelle la fibre de bois, qui, à notre sens, est le matériau le plus performant du marché, mais qui a des inconvénients également. Voilà, c'est, à mon sens, clairement celui qui amène le plus de confort dans le bâtiment. Après, il y a des... Moi, j'en pose quasiment plus à titre privé pour la poussière. Voilà, il y a des défauts aussi. En gros, clairement... Donc là, on va diffuser... Enfin, on a fait un petit récapitulatif des
produits isolants qui existent sur le marché avec leur performance en densité, en déphasage, en conductivité thermique. Voilà, peut-être que tout à l'heure j'aurai une question de comment on calcule un déphasage, mais j'y répondrai. Clairement, le marché, il est mûr. C'est-à-dire que nous, depuis 2013, on voit une nette augmentation de la demande en matériaux biosourcés en règle générale. Donc ce qui s'est passé, en gros, il y a d'abord une traction de la demande, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que les consommateurs finaux se sont mis en tête que du coup c'était des produits plus intéressants, et à mon sens ils ont clairement raison. Ce qui a tiré du coup les professionnels à travailler ces produits-là. On a aussi eu une levée des freins historiques. Avec historiquement, vous aviez une nette différence de prix entre un produit, on va dire, conventionnel et un produit biosourcé. Aujourd'hui, cette différence de prix, elle s'amenuise. Et on a surtout les certifications qui ont été validées, quoi. Donc aujourd'hui, un isolant que je diffuse, moi, que mes confrères là-bas fabriquent, sont quasiment tous certifiés et peuvent tous être utilisés pour des crédits d'impôt ou déroger pour obtenir des aides, quoi. Voilà. Les applications, aujourd'hui, les isolants végétaux qui existent sur le marché répondent à toute la demande. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en isolation thermique intérieure, en isolation thermique extérieure. Vous pouvez l'utiliser pour de la performance acoustique, de la gestion d'humidité, l'incendie, on l'a évoqué, et en durabilité, tant qu'on n'a pas vraiment de soucis d'humidité, en gros, on n'a pas vraiment de problème de durabilité, quoi. Voilà, on est plutôt serein. C'est bon pour moi. Alors, on a le temps de prendre une question. Je vais la poser. Je sais qu'elle est dans la salle. Tu as dit que l'écart, différence de prix, s'était réduit. Tu vas nous dire que tu sais pas parce que tu vends pas les autres écomatériaux, mais est-ce que tu as quand même les autres produits traditionnels, je veux dire. Est-ce que tu as quand même un ordre. On est quoi, à 1% la différence? On est à plus? Alors, c'est une bonne question. En gros, les matériaux, si on parle du flexible, quasiment les 80% que je diffuse le plus. On va avoir d'un côté la fibre de bois qui coûte exactement la même chose que la laine de verre, une bonne laine de verre. Parce que sur la laine de verre, vous avez tout aussi. Moi, une fois, je suis passé dans un négoce de matériaux. À côté, il y avait du 200 mm à 5 € le mètre carré. À droite, vous aviez du 200 mm à 20 € le mètre carré. Et à ce moment-là, c'était exactement les tarifs que nous, on faisait en fibre de bois. Donc on peut avoir certains écarts vis-à-vis de certains produits, des produits qui sont un petit peu plus chers, mais souvent, ça va se rattraper avec la pose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des produits qui, en coût matière, peuvent être un petit peu plus chers que la fibre de bois, mais qui vont être travaillés plus rapidement, donc le coût global diminue. Voilà. Donc, en gros, une bonne règle, c'est de considérer qu'on est à peu près à 1 € hors taxe, 1,10 € le centimètre d'épaisseur. Donc un 10 cm d'épais coûte à peu près 10 à 11 € le mètre carré. Des fois un petit peu plus selon la marge des... Non, je déconne. La marge des négociants, c'est une blague. Non, c'est à peu près les prix que pratique tout le monde, quoi. Voilà. Ça donne une idée. Merci. Alors, question? Ouais. Alors, pareil, si vous voulez bien vous présenter au moment de poser la question. Bonjour, Caroline Galix, je suis ingénieure en qualité environnementale des bâtiments et vous avez dit qu'on avait des isolants qu'on pouvait mettre sur tous les postes. Il y a 2 postes sur lesquels moi j'ai toujours du mal à les placer. C'est en isolant sous dalle, parce que souvent il n'y a pas la compression nécessaire, il me semble.
et en isolant, en étanchéité toiture-terrasse? Alors moi, pour d'autres raisons, j'ai du mal à placer un isolant sous dalle pour une question de prix, parce qu'aujourd'hui, le produit que je diffuse qui fonctionne le plus, c'est le liège, qui coûte beaucoup plus cher qu'un TMS un petit peu classique. Pour la compression, j'ai pas vraiment de soucis. C'est-à-dire qu'un liège, on doit être à peu près à 10 tonnes par mètre carré en compression globale. Une fibre de bois, on va être rigide, on va être entre 5 et 15 tonnes du mètre carré selon la gamme. On pourra peut-être voir un petit peu plus avec mes confrères tout à l'heure, mais on a des gammes qui sont pas totalement incompressibles, quoi. Voilà. La toiture, la toiture terrasse. La toiture terrasse, c'est vrai que moi j'ai une approche un petit peu différente du coup. C'est que je considère qu'il faut toujours ventiler la surface. Ouais. C'est-à-dire que j'ai les mêmes, pour le coup c'est vrai, on a les mêmes difficultés. C'est que moi je considère que du coup il ne faut pas mettre sur un isolant. J'ai un isolant qui peut être lesté, enfin qui peut être posé avec une étanchéité à l'eau par-dessus. À mon avis, mes confrères qui vont passer juste derrière vont avoir des solutions aussi. Moi, chez Symbiose, on diffuse un produit qui fonctionne. À partir du moment où on met une étanchéité à l'eau lestée, donc un EPDM plein, non soudé, et lesté avec, s'il vous plaît, une toiture végétalisée pour les oiseaux. Les oiseaux et les insectes. Voilà. Il s'appelle le Steco étanche. C'est de la fibre de bois, ouais. Fibre de bois, on pourrait imaginer faire la même chose avec le liège aussi. Mais après, globalement ça induit un autre problème en fait. Ça induit un problème d'étanchéité à l'air. C'est-à-dire que vous allez devoir, en mettant ce type de produit sans ventilation, avoir un pare-vapeur très important côté intérieur, un vrai pare-vapeur, et une pose impeccable. Sauf que derrière, il y a un chantier. Ça va ? Merci. Une autre question ? Ouais. Mathis Attard de l'ALEC, j'ai une question du coup sur l'approvisionnement du coup des matériaux biosourcés, parce que je m'interroge un peu du coup sur où on va chercher ces matériaux-là, parce que c'est bien de les mettre en avant, mais du coup l'idéal serait d'aller jusqu'au bout de l'exercice et d'avoir du coup un peu un circuit d'approvisionnement un peu durable. Et je voulais savoir du coup si vous avez des éléments de réponse sur cette question-là. Alors l'approche c'est plutôt l'approvisionnement des industriels, enfin des fabricants, ou c'est aujourd'hui vous voulez acheter un matériau, vous savez pas où le trouver? C'est plutôt du coup où sont fabriqués les matériaux du coup que vous récupérez et que vous vendez aux particuliers, aux professionnels. Globalement, ce que moi je diffuse, c'est quasiment tout fabriqué en France. On va avoir des exceptions, on va avoir des lots qui vont sortir du lot, bien entendu. On va avoir le liège, par exemple, qui sera fabriqué tout le temps au Portugal ou en Algérie. Mais globalement, 99% du liège qui est vendu en France, il est fabriqué au Portugal. Les fabricants de fibres de bois, après, ils vont sourcer en général leurs approbois proches de l'usine. Financièrement, ça limite des coûts de transport. Et intelligemment, quand vous regardez, les usines sont plutôt proches des massifs forestiers. Isonat, il est à côté du Beaujolais, c'est une solution impeccable pour réutiliser les diamètres fin de bout des scieries, quoi. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui sont... Enfin, je vais peut-être plutôt laisser cette parole aux autres invités. Aux fabricants. Bon, on pensera à demander effectivement aux fabricants leur rayon d'appro, comment ils se fournissent, etc. Bon, on y va alors. Merci. Alors, je vais appeler Gilles Lemonnier de chez Isonat.
Eh bien, bonjour et merci de m'avoir reçu pour la FIBOIS ce soir. Ça me fait plaisir de vous rencontrer de temps à autre. Bonjour à tous, bienvenue à cette soirée. Donc, je vais vous présenter la marque Isonat, qui est un fabricant français à Roanne, donc exactement à Mably. C'est une usine qui a environ 8 ans maintenant, complètement neuve de création. Hein. Ce n'est pas une reprise, c'est une création pure. On a fait un dernier investissement de plus de 10 millions d'euros l'année passée pour doubler nos capacités de production. Aujourd'hui, nous fabriquons une gamme de flex et une gamme de rigide. Donc on parlait tout à l'heure de où est-ce que ces produits, donc c'est fait à Roanne, et l'approvisionnement est sur un rayon de 40 km autour de diverses scieries pour la matière première que l'on utilise. Et l'essence de bois qu'on utilise principalement à plus de 95%, c'est du Douglas, du massif du Beaujolais et des monts du Forêt. Voilà. Donc on a un circuit hyper court. Alors on n'utilise pas la partie noble du tronc, hein. On utilise ce qu'on appelle les connexes, c'est des déchets de bois qu'on valorise, puisque ce déchet il a 3 sources de valorisation. Donc c'est le pellet. Après vous avez les chaudières biomasse qu'ils utilisent pour brûler en ville. Et puis vous avez le déroulé de la fibre de bois sur diverses formes qu'on va utiliser. Donc là, vous avez la présentation de l'usine, donc fabrication 100% française, hein, il n'y a rien d'importation. Là, vous voyez les zones d'approvisionnement et la plaquette de bois, vous la voyez entre les mains de la personne. Là, donc la matière première, c'est ce qu'on appelle des connexes. Hein. Une fois qu'on a eu ces produits-là qui nous arrivent par camion à l'usine, on a environ 5 à 8 camions au jour qui arrivent de 80 mètres cubes, eh bien, on défibre sous vapeur d'eau pour faire de la fameuse fibre de bois que l'on calibre pour faire nos produits d'isolation, donc flex et rigide. Donc on a une gamme pour faire l'isolation intérieure au niveau des flex, hein, parce que c'est là qu'il faut se concentrer essentiellement ce type de produit. Donc dans les murs de distribution périphérique des habitations, les cloisons de distribution, vous avez aussi les combles perdus, les combles rampants, sur lesquels on va utiliser. Tous ces biosourcés doivent être aussi combinés avec des pare-vapeurs. Et je parle bien de pare-vapeurs et non pas de frein-vapeur. Hein. Le CSTB français est assez clair sur ce sujet, puisqu'il faut un pare-vapeur d'une valeur SD au minima de 18 mètres. Le Flex 55, c'est un des premiers des 2 produits que l'on fabrique. Donc c'est le seul aujourd'hui sur un marché premium à avoir un lambda de 36 qui est certifié sous Acermi française. Eh bien, sous Acermi française, vous avez un avis technique sur la maison Saturbois, qu'on est un des rares aussi à avoir. Vous avez le label biosourcé avec Caribati. Et on a des normes FDES qui sont sur les bases Ignes, sur tous nos produits de la gamme. Et la base Ignes, c'est une base reconnue française, forcément. Et là-dedans, quand on la lit, on voit aussi la durabilité du produit dans le temps. C'est-à-dire que en lisant le petit pavé qui est donc ce document, eh bien, on a une durée de vie de 50 ans mécanique et thermique. Donc, c'est pas moi qui vous les remplacerai. Hein. Voilà. Après, on a l'ensemble des isolations de haute densité. Donc là, on a des produits, on en a 3 pour faire une gamme assez courte pour éviter de vous perdre dans tout un dédale de types de produits. Donc on va vous demander bêtement qu'est-ce que vous allez faire avec le produit et quels sont les supports que vous avez. Tout simplement pour vous amener vers le bon produit et dans le bon choix du produit. Donc on a des produits de différentes densités qui passent de 110 kg à 240 km3, suivant l'emploi que vous allez opérer, si vous le mettez en toiture, si vous le mettez en mur extérieur ou mur aussi intérieur, parce que vous avez des produits de haute densité qui se retrouvent en mur intérieur, parce que le client final finit par aussi mettre des enduits côté intérieur sur de la fibre de bois, comme de même à l'extérieur. Alors sur l'extérieur, au niveau des enduits, on a des avis techniques avec les tenants système, donc les fabricants d'enduits, hein, ce n'est pas Isonat qui a l'avis technique, c'est le tenant système, c'est celui qui prend en charge la finition de l'enveloppe du bâtiment. Donc on a les principaux faiseurs français comme Weber, Parex Lanco, Vica PRB, PPG La Seigneurie, on a Zolpan Esto qui vont bientôt nous intégrer dans leurs avis techniques. Tout ça pour pouvoir avoir un maillage au point de vue national sur la mise en œuvre de ces types de produits.
Et vous avez donc là aussi des F2S, hein, comme je le citais tout à l'heure, et des acermis sur ce type de produit, hein, tout ce qui est produit rigide. Et depuis l'année... Alors excusez-moi, c'est passé trop vite là. Alors depuis l'année passée, on est les premiers à avoir un ETN sur un procédé de montage de toiture qui s'appelle la méthode de Sarking. Donc un ETN, on est les premiers dans le biosourcé à l'avoir obtenu, avec une validation de Alpe Control qui est, lui, reconnu par le CSTB français. Hein. Étude de techniques nouvelles. Voilà. Alors il y avait une petite vidéo, si on peut la lancer. Ouais. Mais il faut peut-être copier le lien. Alors. Alors, il y a une petite vidéo pour vous montrer le nouveau Flex, justement, puisqu'on a réagi à des problématiques liées à la fibre de bois, c'est au niveau de la poussière. Donc on a changé un liant, enfin le liant, on n'en a qu'un dans le produit Flex, et ça nous a permis d'assainir le panneau au niveau de la poussière, puisque aujourd'hui on peut vous assurer que les produits qui sont vendus depuis décembre sont exempts de poussière à la mise en œuvre, et on génère 5 fois moins de déchets aussi à la découpe des produits. Voilà. je meuble alors. Les produits fibres de bois chez Isonat, on peut en reconnaître un assez facilement, c'est le Flex 55, puisque c'est le seul qui a donc un voile de confort. Et ça, c'est devenu notre signature, tout simplement. Donc la petite vidéo pour vous présenter le nouveau Flex Contact. Oui, il y a encore deux slides après. Ouais. Donc on va poursuivre avec donc le réseau de distribution. Donc nous, on a un réseau de revendeurs sur le plan national français auprès des négociants de matériaux principalement, quelles que soient les enseignes nationales. On les accompagne avec une offre logistique parce qu'on a une souplesse de frappe pour pouvoir livrer non pas que des camions complets, mais pratiquement à la palette avec des partenaires pour cette distribution.
On bénéficie aussi d'offres techniques, c'est-à-dire qu'on met des guides de mise en œuvre, aussi bien pour les flex, et on rappelle dans ces guides-là les préconisations ou normes françaises pour la mise en œuvre des produits biosourcés. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas la mise en place des isolants, mais on vous fait rappeler qu'il y a aussi des normes à respecter. Ce qui se fait dans un autre pays tiers comme l'Allemagne ou en Autriche, c'est propre à eux. En France, on a des réglementations, il faut absolument les respecter. Et surtout l'artisan, le particulier, s'il ne les respecte pas, c'est son propre chef. Mais l'artisan, il doit respecter les règles de l'art. Il faut aussi faire attention dans le biosourcé parce que vous avez justement des clients finaux, donc le particulier, qui parfois en savent un peu plus que le professionnel qui pose le produit biosourcé. Donc ils peuvent quelque part un peu le rattraper au passage. Et on a une prescription qui est assez forte sur le territoire, terrain. Donc on va visiter les entreprises forcément, on visite les chantiers, on fait des reportages aussi. Mais on visite aussi les architectes, les bureaux d'études. Et on fait les formations pour ces gens-là à la demande. Donc sur le plan national, on est 7 commerciaux avec des réseaux d'environ entre 13 et 15 départements chacun s'occuper. Donc ce qui nous fait pas mal à faire. Donc pour résumer l'ensemble, vous avez une conception française, tout bien proche de Lyon, on est à peine 1 heure d'ici. Tout est produit en local. Tout est certifié, il n'y a rien qui sort de chez Isonat sans certification. Vous avez tout ce qu'on peut retrouver dans les certifications biosourcées, et même au-delà. Et puis un réseau de distribution assez souple pour pouvoir alimenter ce fameux réseau. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Alors, sur les questions, on va prendre les questions qui sont d'ordre général, si vous le voulez. Celles qui seront plus à vocation commerciale, on vous laisse faire ça pendant le casse-croûte. Ça vous va? Question générale. Clémence Grimont, architecte. J'ai une question. Je ne sais pas si vous l'avez précisé. Est-ce que vous êtes en filière sèche ou en filière humide? On est en filière sèche depuis le début. On n'a pas de filière humide. La filière humide, c'est une surconsommation d'eau par mètre cube. On consomme à peu près 800 litres d'eau. Et du coup, le liant que vous utilisez dans la filière sèche, c'est quoi exactement? Ah bah ça, c'est un secret, ça. C'est de la chicorée, voilà. Non, mais sachez que c'est pas propre à un liant. On est obligé de passer par des liants. Tout dépend de la teneur ou du taux que vous mettez dedans. Les isolants flex, non, on est à moins de 3% de liant dedans. Pour vous donner une idée, vous avez d'autres fabricants qui chargent à plus de 12%. Alors, ils ne sont pas fabricants en France, c'est outre-Rhin comme on les appelle, mais vous avez des fabricants qui chargent énormément de liant dedans. Bonjour, Clément Gallas du réseau français de la construction paille et ingénieur QEB. J'ai une question sur l'ETN que vous avez passé l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et est-ce que vous allez aller vers un avis technique ou voilà, pour savoir un peu où en réponse, l'ETN, c'est une volonté que l'on a fait puisqu'on veut structurer la filière bois tout simplement chez Isonat. C'est depuis le début, on est les précurseurs et sans se mettre des fleurs au milieu des pieds, comme on dit. On a toujours été précurseur d'une filière structurée. Et en fin de compte, en faisant un ETN dont on est les premiers, ça va entraîner mécaniquement les autres à y aller, parce que quand vous avez qu'un seul interlocuteur qui aura des ETN, il est bien évident que ça va nous ouvrir des portes et des marchés. Donc si nos confrères ne veulent pas perdre ces portes et ces marchés, il va falloir qu'ils y aillent. Il est vrai que l'ETN, c'est un peu le préambule d'un avis technique. Et étant donné qu'il est supervisé et validé par le Contrôle, qui eux sont aussi validés par le CSTB, il n'y a plus grand chose à faire pour pouvoir avoir un avis technique, oui, c'est certain. Bonjour, Julien Charbonnier du bureau d'études CTE Bois. J'ai une petite question sur la mise en œuvre des isolants en phase chantier. Est-ce que vous avez des préconisations pour la phase chantier qui peut durer quelques mois, où on a une migration de la vapeur qui n'est pas forcément la migration qui sera finale dans le mur? Alors c'est côté intérieur ou extérieur? Dans la composition du mur global quand il arrive sur chantier, en fait, pour pas qu'il y ait de condensation qui se fasse au niveau de l'isolant. De toute façon, il est obligatoire de mettre un pare-vapeur. Alors si vous mettez déjà l'isolant côté intérieur avec la fibre de bois, c'est le sujet de ce soir,
il faut mettre tout de suite le pare-vapeur. Ouais, mais en phase chantier, il peut y avoir une migration de l'eau qui se fait inversement à ce qui se fait en période normale où le bâtiment est chauffé. Eh bien, là, justement, on en a eu parlé tout à l'heure avec madame, c'est que la fibre de bois est prête enfin, pas prête, est capable de supporter l'équivalent de 30% d'hygrométrie dans la matière, avant de se dégrader. Et même si elle a plus de 30% d'hygrométrie, elle est capable de gérer cette migration d'eau et ne pas perdre thermiquement ni mécaniquement ses performances. Donc elle sait réguler tout cet ensemble de vapeur d'eau qu'il y a dedans. Et c'est propre au bois, hein. Lorsque vous avez un exemple tout bête, une planche qui est à l'extérieur, qui a pris la pluie, il suffit de la rentrer, de la laisser sécher, vous allez pouvoir la raboter, enfin pas forcément le lendemain, mais vous allez pouvoir la raboter, la réusiner quelques jours plus tard, parce qu'elle va avoir tout simplement resséché ou réessuyé, tel qu'on l'appelle dans le métier. Et c'est un des intérêts de la fibre de bois, c'est que ça sait gérer l'hygrométrie. Merci. Merci. On continue ? Voilà. Merci à vous. François ? Bonsoir. Bon, on va essayer de faire court parce qu'il y a un peu plus de slides, hein. Quand on est passionné. Bonsoir. Merci de nous avoir invités à cette soirée organisée par la LEC et Fibois. Je vais vous présenter un petit peu ce que l'on fait aussi en tant que fabricant assez ancien de fibres de bois. C'est vrai que la maison Pavatex est beaucoup plus spécialisée sur la fabrication de rigides. Alors, qu'est-ce qu'une production industrielle d'isolation fibre de bois ? Il faut savoir que, pour faire une petite présentation, Pavatex, c'est un groupe suisse à l'origine qui existe depuis 1937. Et ça ne date pas d'hier, donc on ne faisait pas forcément de l'isolation à l'époque. On faisait du capitonnage de caisses en bois pour du transport de pièces métallurgiques sensibles pour l'industrie suisse. Et puis on s'est dit, en augmentant l'épaisseur du panneau de fibre de bois, on devrait pouvoir en faire un bon isolant. C'est un peu comme ça qu'est partie l'histoire. Donc à Cam, où on avait la première usine en 1932 exactement, et puis Fribourg, on a été aussi en 96 les premiers à pouvoir lancer un panneau support d'enduit à l'époque. On est arrivé sur le marché français en 2003 par l'intermédiaire des charpentiers un peu de Haute-Savoie qui venaient s'approvisionner chez les négoces de matériaux de Suisse et qui ont fait connaître la fibre de bois. Donc c'est à peu près l'entrée pour toutes les grandes marques de fabrication de fibres de bois sur le marché français. Et puis on a décidé de lancer une usine en 2013 en France, dans les Vosges, qui est l'usine de Golbet, donc qui est une filière sèche qui fabrique uniquement des panneaux rigides de fibres de bois. Et puis on a eu l'occasion d'intégrer le groupe Soprema, qui est un industriel que vous connaissez certainement de nom, qui est un fabricant d'étanchéité et de panneaux polyuréthane, qui est alsacien, qui est une société familiale assez importante et qui nous a permis d'engager des développements sur des solutions sous avis technique. Alors l'usine de Golbet, c'est une usine un peu particulière puisque elle se situe sur le territoire français dans le massif forestier des Vosges. Elle a la caractéristique d'être installée sur un cluster industriel vert assez remarquable à Épinal, où on trouve une des usines de pâte à papier du groupe Norskog, un groupe norvégien de mémoire, qui est un gros consommateur de plaquettes de scierie pour fabriquer du papier. Il faut de la cellulose. Donc on utilise la même matière première et on s'est installé juste à côté pour bénéficier aussi de récupérer notamment la chaleur que produit l'usine de pâte à papier, qui est beaucoup plus importante dans notre processus de fabrication. Alors la matière première, puisqu'il y avait un peu des questions tout à l'heure, d'où vient ce qu'on appelle nous communément, quand on a l'habitude dans le bois de parler de plaquettes ou de connex, tout simplement les scieurs, quand ils débitent effectivement leur tronc d'arbre, une fois qu'ils ont extrait la plupart des produits, planches, madriers, bastins et autres, il reste ce qu'on appellera la partie moins noble du bois, comme disait Gilles, l'aubier, qu'on appelle un peu plus communément les dosses. Et donc ces dosses qu'on a dans la plupart des scieries, donc je parle bien de scieries résineux, pas de scieries de feuillus,
Ces DOS sont en fait, toutes les scieries ont des broyeurs qui vont calibrer et ressortir ce qu'on appelle de la plaquette de scierie, du produit connexe ou du copeau. Et c'est ça la matière première qui nous sert à faire l'isolant. Donc la plupart des scieurs ont des silos de compactage. C'est un marché qui existe d'approvisionnement depuis très longtemps, puisque c'est la filière de la matière première de la pâte à papier. Et il faut savoir que chaque scieur de résineux, je dirais qu'il n'a pas forcément les moyens de faire une valeur ajoutée avec du séchage ou du rabotage ou du contre-collé ou du lamellé-collé, ça lui permet d'avoir un revenu complémentaire très important. Pour l'industrie du sciage français, c'est vraiment primordial, quoi. Et comme il y a de moins en moins de papier, de moins en moins d'usines de pâte à papier, donc on permet à cette filière de pouvoir notamment participer à sa continuité. Donc nous, Pavatex, en tout cas Golbet, puisque les usines suisses n'existent plus, on n'a qu'une usine qui est basée dans les Vosges. On a un processus de fabrication à sec, donc en fait on n'a plus autant d'eau consommée dans le processus, on n'utilise que de l'électricité et on récupère la chaleur par un échangeur thermique de l'usine de pâte à papier qui est à côté pour pouvoir sécher notamment la fibre avant de la lancer dans son processus de compactage et pour lui donner une certaine densité. Alors au niveau des ajouts de liants, vous posiez la question tout à l'heure, c'est des cols de PMDI qui sont pour nous aussi à hauteur de 4 ou 5% maximum. Donc c'est de la colle qui est vaporisée en fait dans le processus au niveau des fibres à un certain moment. Alors pour le flex, ça sera plutôt des fibres de polyéthylène, je crois. Alors l'isolation chez nous, chez Pavatex, qui est une marque de Soprema maintenant, comme vous l'avez compris, donc le marché des isolants est vraiment un marché qui est en forte croissance depuis 5 ans. Et il faut imaginer qu'on représente aujourd'hui les biosourcés à peu près 10% du marché des isolants de tout type sur le marché. Et les experts disent qu'on devrait doubler d'ici 5 ans, grâce notamment à la RE 2020. Bon, la phrase a quelques années, mais on voit le développement effectivement de ce marché depuis la mise en œuvre des débuts de la RE 2020. Donc on fait de la fibre de bois avec la marque Pavatex aujourd'hui. On est aussi fabricant de ouates de cellulose à Bordeaux. Donc c'est de la ouate de cellulose en vrac. On récupère tous les journaux invendus de Sud-Ouest qui sont récupérés, compactés. Donc on doit être à peu près 3 ou 4 fabricants de ouates de cellulose sur le marché français. On va avoir une nouveauté bientôt, c'est qu'on investit aussi sur une usine de fabrication de flex à base de paille de riz, donc qui sera installée à Nîmes, qui va être assez importante et qui permettra d'avoir le sourcing sur tout ce qui est tous les chaumes qu'on a après la récolte du riz de Camargue, de Valence en Espagne éventuellement, ou d'Italie s'il y avait besoin, quoi. Mais c'est une mise en valeur d'un produit qui n'est pas valorisé justement. Et puis on est en train d'investir également sur une usine à Beaune qui va faire de la ouate de glacine. Alors en fait, théoriquement, il devrait y avoir de moins en moins de journaux, moins de papier, puisque le numérique fait que. Donc on a trouvé une source de matière première très importante qui est en fait les supports de stickers, d'autocollants, qu'on appelle la glacine, ce fameux papier jaune un peu siliconé. Et on structure une filière de récupération pour faire cette nouvelle ouate qui sera sans poussière et qui aura un intérêt thermique aussi comparable que la ouate de cellulose traditionnelle. Alors, on m'avait orienté plutôt sur les panneaux rigides. Ça tombe bien, c'est notre métier, même si on fabrique aussi de l'isolation flexible, semi-rigide. Alors les panneaux rigides, on y trouve aussi un intérêt, je dirais, différent d'un point de vue thermique par rapport au flex. On a un compactage qui est un peu plus intéressant. Je vous ai mis une fibre de cellulose qu'on voit au microscope, où on se rend compte des qualités que ça peut avoir par rapport à certaines laines minérales qui ont aussi leur intérêt. On a une performance thermique qui permet d'avoir une notion d'effasage qui est assez importante,
Donc, ce qui peut aussi amener à avoir un confort d'été, d'éviter les ventilations et les climatisations, de consommation d'énergie, et aussi de garantir des performances thermiques l'hiver. On a aussi des performances acoustiques qui ne sont pas négligeables. Donc c'est un domaine qu'il faut travailler un peu plus parce que c'est pas toujours évident de travailler et le thermique et l'acoustique en même temps, mais il y a pas mal de projets. Nous, on a un guide acoustique chez Soprema qui permet de voir quelques valeurs dans des cloisons et dans des ITE sur de la fibre de bois. Et puis c'est un isolant qui a une perméabilité à la vapeur qui est très importante. Donc notre gamme, après, elle va être assez longue. J'espère qu'elle ne sera pas compliquée. On a beaucoup de panneaux rigides. Et encore, on avait diminué pour être dans la simplicité. On a des panneaux qui vont pour la toiture, des panneaux qui vont pour le mur et des panneaux qui vont pour le sol. Donc je ne vais pas vous les énumérer tous. Je vous présente juste les produits phares qui sont connus chez Pavatex. On a l'isolaire que certains ont connu sous la dénomination, il y a une quinzaine d'années, Isoroof. L'isolaire qui est devenu aujourd'hui l'isolaire multi. Donc c'est un panneau qu'on peut mettre en toiture, en sarking, en pose au-dessus des chevrons. En général, il faut savoir que le panneau rigide de fibre de bois vient toujours en complément de l'isolation moins dense, plus souple qu'on peut trouver en dessous. Donc souvent du flex. Et ça permet d'apporter des notions de déphasage importantes que n'aura pas forcément le flex, qui lui apportera d'autres capacités pour monter dans le air thermique. Donc c'est un panneau qu'on décline en plusieurs épaisseurs sur différentes densités, ce qui permet d'avoir une connexion intéressante dans les petites épaisseurs pour le valider en tant que pare-pluie, panneau pare-pluie, sans avoir besoin de rajouter un film pare-pluie. Une gamme importante chez Pavatex, c'est la gamme ITE Finition Enduit. C'est une gamme qu'on travaille beaucoup au niveau de nos panneaux rigides depuis pas mal de temps, comme je vous l'avais montré sur l'historique. Pour ceux qui ont connu, ça s'appelait le Diffutherm. Aujourd'hui, la gamme PavaWall, c'est deux types de panneaux. Un panneau qui s'appelle PavaWall GF, qui ira plutôt sur des murs ossature bois. Et puis un panneau beaucoup plus petit, qui s'appelle le PavaWall Smart, qui lui aura uniquement une fonction d'aller sur des murs béton en chevillé calé en ITE. Donc c'est des procédés, je ne l'ai pas trop insisté là-dessus, mais qui sont sous DTA, sous avis technique, bien entendu, ou avec des appréciations de laboratoire sous l'effet du LEPIR 2, donc pour avoir des PVFE à présenter en parallèle de l'avis technique avec, au bureau de contrôle. Donc on a plusieurs possibilités effectivement avec ce panneau et son avis technique, comme le disait Gilles, qui sont des avis techniques qui sont la détention des fabricants d'enduits. Donc pour notre part, on collabore avec la maison Weber, comme la maison Parex Lanco aussi, et Zolpan qui a été précurseur il y a quelques années. C'est des panneaux qui sur une façade béton peuvent nous permettre aujourd'hui, grâce à l'avis technique et l'appréciation de laboratoire, les CFE, de monter jusqu'à des bâtiments de logement de troisième famille, jusqu'à R+8 en A et B. Donc ça amène à un marché qui est assez intéressant pour les bailleurs sociaux et puis les ERP qui veulent refaire de la rénovation thermique avec des produits bas carbone et biosourcés. On a aussi avec Zolpan un avis technique sur le PavaWall GF en mur ossature bois qui nous permet exceptionnellement de monter jusqu'à R+4, donc en mur porteur ossature bois. Donc voilà, après on a un peu comme tout le monde des solutions qui sont certifiées FDVEST, conformes à la RE 2020. On retrouve notamment pour le chevillé calé qui va sur les murs en béton une mise en œuvre pour le poseur qui est assez identique globalement à ce qu'il faisait déjà en ITE polystyrène. Je dirais qu'il y a plutôt une adaptation pour les outils de coupe et d'organisation du chantier. Et puis la fibre de bois, c'est un peu plus lourd que le polystyrène, quoi. Donc deux solutions, je vous disais, pour deux types de supports, mur ossature bois et béton, et donc des SFE pour compléter sur les logements la vie technique. Donc on a un système avec Zolpan où on a été assez précurseur avec eux à l'époque, avant 2015, avant qu'aujourd'hui ça devienne un système assez courant, je dirais, dans les rénovations thermiques de bâtiments.
Avec Weber, pareil. Et avec Parex Lanco également. Donc c'est à peu près les avis techniques qui ont les mêmes caractéristiques. Donc ça nous permet aujourd'hui sur des isolants biosourcés d'accéder quand même à des marchés qui sont, je dirais, autrement et différents de ce qu'on avait à l'époque je dirais en maison individuelle, et où on est toujours présent majoritairement, mais ça amène effectivement, ça fait plaisir de voir du biosourcé dans des rénovations de grands ensembles comme ceci. Donc avec des bailleurs sociaux, sur des ERP, là c'est un EHPAD avec le cabinet Chaban. Là on a une collaboration avec S Métropole Habitat qui a permis de faire la rénovation des Noirettes à Vaux-en-Velin il y a à peu près 2 ans. Bon, c'est des exemples, hein, voilà, on fait des internats, notamment à Annecy. En tout cas, on livre souvent l'organisation en fait, du marché dans les ITE en finition enduit, c'est que en général, on fournit les industriels d'enduit qui, eux, vont fournir l'artisan avec le pack complet, l'isolant plus l'enduit, puisque c'est eux qui assurent avec leur avis technique. On a rapidement une dernière solution qui est un petit peu exceptionnelle, mais pas toujours aussi facile que cela à poser, je dirais, à placer sur le type de bâtiment. Donc on a créé un ATEX il y a 2 ans sur une solution d'étanchéité en toiture terrasse. Alors, on ne peut pas tout faire pour l'instant avec la fibre de bois et le biosourcé en rigide, mais on peut déjà commencer à faire pas mal de choses avec le savoir-faire de Soprema. Ça nous a permis d'aborder ce sujet. Alors il faut savoir que c'est un système en fait qui peut ne pas reposer sur le béton, qui ne repose pas sur le béton. En fait, il est obligé de le mettre sur un DTU qui concerne la toiture ossature bois avec un panneau CTBH5. En fait, si vous voulez, le système va respirer par en dessous pour éviter le risque fongique, pour faire simple, si vous voulez. Mais ça a le mérite d'exister. Alors par contre, ça va être de la toiture terrasse inaccessible, c'est-à-dire que j'entendais quelqu'un qui parlait de végétalisation au-dessus. Pour être conforme, aujourd'hui, la classe de compressibilité de la fibre de bois, par rapport à du polyuréthane ou à d'autres isolants, est encore insuffisante aujourd'hui pour pouvoir se permettre de mettre du lestage ou de la toiture végétalisée. Donc c'est un peu restrictif, mais aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on puisse faire sans avoir un processus avec une ventilation par en dessous qui est beaucoup plus onéreuse. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai la gamme sol, mais je pense que tout le monde a, il n'y a pas d'exceptionnalité. Là, on est sur un marché, vous connaissez tous le Pavaterm Profil, qu'on a créé, breveté en Suisse à l'époque, avec ces lames de bois pour mettre du plancher à clouer. Voilà. Après, on a des gammes un peu qui ressemblent à ce qu'on appelait l'Isorel à l'époque, mais ils sont un peu plus épaisses. Et voilà. S'il y a une question. Tu restes avec nous après? Oui. Bon, ça marche. Merci. J'appelle Olivier Merle. Allez, on change de filière. Je crois que tu as prévu des vidéos pour... Je me suis dit qu'on allait changer un peu de support, on allait mettre un peu de vidéo. Donc, bonjour à tous. Déjà, félicitations, bel orga, il y a du monde. Belle présentation de la part de François aussi, mais également de Gilles. Donc, on était dans le bois, maintenant on part dans le chanvre. On va partir plutôt en Vendée. On était du côté est, là on va du côté ouest. Donc, commencer à sortir les planches de surf parce qu'on n'est pas loin de l'océan, nous en ce qui nous concerne. Alors, Biofib, qui nous sommes? Biofib, on est situé, comme je vous l'ai dit, en Vendée. En fait, on appartient à une coopérative agricole, petite coopérative qui regroupe plusieurs agriculteurs qui ont pour objectif, en 2007, de réintroduire du chanvre et du lin dans les cultures pour favoriser les jachères, en fait. Des jachères, on va dire, à bas coût d'une part, parce que le chanvre ne nécessite ni engrais, ni phyto, ni irrigation additionnelle. Et d'autre part, pour s'amener des potentiels futurs. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a fait cette jachère, on a des meilleurs rendements sur les cultures qui suivent. Donc on se dit, sur le papier, c'est pas mal. On est agriculteur.
Mais comment on fait pour rendre cela profitable à l'agriculteur? Tout simplement en revalorisant cette matière végétale. Donc l'histoire de Biofibre, elle est là. C'est comment on part d'une nouvelle façon de faire une jachère en faisant tout simplement un outil qui permet de ramener des revenus complémentaires à l'agriculteur. Ça, c'était en 2009. Moi, je suis rentré en 2011. Et en 2011, je vous assure qu'avec mes échantillons en chanvre, eh ben, j'avais un peu l'impression de gravir l'Everest à l'envers et en tongs. Mais on s'est accroché. Voilà. Et donc, quand on demandait tout à l'heure comment se situe le marché, comment il se développe, oui, le marché se développe, il est exponentiel. Tous les industriels que vous avez vus jusqu'à présent, en fait, investissent massivement désormais dans la création de nouveaux outils de production pour une raison très simple, c'est qu'il faut accompagner le marché. Alors moi, je ne vais pas vous rebassiner sur la RE 2020 et autres, je connais bien évidemment, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est avant tout une filière dite du champ au chantier, tout simplement parce qu'en termes de sourcing, c'est aussi ce qui va nous distinguer, vous l'aurez compris, c'est qu'on est propriétaire de notre sourcing. C'est qu'en fait, mes patrons, en fait, ce sont des producteurs agricoles. Donc, ils vont cultiver sur une période assez courte, de 3 à 4 mois, soit pour le lin à la fin du printemps, soit pour le chanvre au début de l'été, et on va récolter en fin d'été, début de l'automne. L'idée, c'est que derrière, on va arriver dans un site de production qui est unique en Europe. C'est le seul site de production où vous rentrez avec la botte de paille et vous ressortez avec un produit fini à la clé. Et en fait, ça a connu quand même un bon succès, parce que désormais, on fabrique à peu près 2 millions, 2,2 millions de mètres carrés par an. Donc, on a réinvesti sur un nouveau site de production qui sera sorti de terre et opérationnel en 2024. Alors, il y a les slides, mais il y a aussi les vidéos. Alors, il n'y a pas de son, mais ça, c'est pas grave. Donc, le chanvre. Le chanvre, c'est de la famille du cannabis. Je vous rassure tout de suite, celui-ci, il ne se fume pas. Enfin, en tout cas, il ne fait pas grand-chose, c'est ce qu'on m'a dit. Par contre, il pousse très haut. Il fait 3 mètres, 3 mètres 50 quand on le récolte, et le bois, il peut faire quasiment 2-3 cm à peu près de diamètre. L'objectif, à travers ça, c'est de récolter, bien évidemment, de moissonner, et surtout d'avoir 0 déchet. Tout ce que l'on va prélever de terre doit avoir un débouché. Alors, chez Biofibre, en fait, on est dans une filiale qui s'appelle Cavac Biomatériaux. On travaille certes à faire des matériaux de construction biosourcés, mais aussi à tout simplement trouver des débouchés du végétal vers d'autres marchés. Donc, on travaille dans les marchés plus industriels, filière fibre textile, notamment pour tout ce qui est le textile, vous l'aurez compris. Alors, au début, c'était assez confidentiel. Désormais, des marques un peu plus connues vont sur ces projets-là. Et après, on va avoir aussi tout ce qui est débouché sur la micronisation de chaîne-vote pour faire des plastiques tout simplement home compostables. Donc on fait des éco-cups. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site de Cavac Biomatériaux, vous en verrez encore plus. L'usine, alors ça c'est l'usine existante. Tous les jours, c'est le même schéma, c'est-à-dire que on va avoir de la botte de paille qui arrive. Alors l'autre fois j'étais en tournage aussi, et puis il y avait une personne qui était en train de tourner, qui a vu arriver la botte de paille, elle m'a dit mais c'est pas vrai. Je lui ai dit si, c'est comme ça. Alors non pas qu'on récolte tous les jours, vous l'aurez compris, tout simplement, on va appeler les producteurs qui ont fait leur récolte et qui ont stocké la paille, et on va leur dire, on a besoin que vous nous livriez tout simplement la quantité nécessaire. Ça nous permet en fait de réguler aussi nos stocks de matières premières, d'être sûr que cette matière première elle soit aussi correcte et conforme pour faire les produits qui conviennent. Là, ce que vous avez vu juste avant, c'est tout simplement le défibrage. C'est qu'on tape la paille de chanvre et on extrait la poussière, le granulat et aussi la fibre. Pour faire l'isolant Biofibre Trio dont vous a parlé Valentin tout à l'heure, c'est de la fibre de chanvre, de lin et de coton qu'on utilise. Une fois que cette nappe arrive est faite sur la nappeuse, on la découpe, on conditionne. Il y a un contrôle qualité quotidien. Pourquoi? Parce qu'on est sous avis technique. On est sous ACERMI, on a des FDES aussi, bref, on a levé toutes les barrières à l'entrée aussi des différents marchés. Je vous rappelle qu'on existe depuis 2009. Donc un outil de production sur lequel maintenant on a à peu près 3000 palettes de stock en mouvement. L'objectif, c'est de servir aussi bien les marchés dits de rénovation
mais aussi de neuf, parce que, vous l'aurez compris, la filière biosourcée, c'est une filière qui est exemplaire, qui avait besoin de moyens, donc il faut la structurer au fur et à mesure, avec des investissements de plus en plus importants. Maintenant, le chaud-chanvre. J'ai décidé plutôt de vous parler du chaud-chanvre, parce que j'ai vu qu'on parlait beaucoup de flexibles aujourd'hui. Donc Valentin, en plus, a parlé du Biofibre Trio sur les côtés mise en œuvre, on l'utilise, c'est un isolant en fait. On va remplacer un isolant minéral par ce type de produit. On aura levé, je vous ai dit, tous les problèmes liés au contrôleur technique, que ce soit le feu, l'acoustique ou encore tout ce qui est avis technique. Mais là, le chaud-chanvre, c'est aussi intéressant parce que même si tout à l'heure la personne de Saint-Gobain avait raison de pointer du doigt, il faut faire attention sur quand on dit c'est recyclable à l'infini ou alors est-ce que c'est biodégradable. Une matière végétale l'est forcément, par contre, la matière végétale elle est quand même liée encore actuellement. Quand on fait du chaud-chanvre, en fait on va lier quoi? On va lier de la chènevotte, du granulat de chanvre avec de la chaux. Donc en fait, on va pouvoir la recycler à l'infini, soit on va refaire du béton de chanvre plus tard, soit tout simplement on le mettra par exemple en sous-couche de route. Et là l'objectif dans le chaud-chanvre, c'était aussi de parler tout simplement de confort d'été. Alors moi je pouvais vous en parler, mais je me suis dit que j'allais faire parler l'architecte qui est Margot Pétillon. Et donc c'est un cabinet d'architecture qui est situé du côté de Nantes, pardon, et qui est spécialisé vraiment dans la fabrication et la conception de ce type de bâtiment à partir de béton de chanvre. Ouais, je veux bien. Je sais pas. Tu l'as ici. Oui. Hop, on va commencer par l'architecte. C'est les aléas du direct. Ah. Notre savoir-faire d'ingénieur au métier d'architecte pour construire des bâtiments principalement tertiaires ou équipements en y mettant un maximum de biosourcés pour réduire l'impact carbone des constructions. Pour nous, travailler pour une chanvrière, c'était quelque chose de vraiment très intéressant puisqu'on avait un objectif principal qui était d'en faire une vitrine pour les matériaux de la chanvrière. Donc on a réfléchi tout le projet autour des matériaux produits par la chanvrière afin de pouvoir les placer tous dans le bâtiment et montrer en quoi ils peuvent être applicables à ce genre de bâtiment et les mettre en valeur avec un produit qu'on a l'habitude de travailler, qui est le chanvre. On a essayé de pousser les choses un peu plus loin avec notre savoir-faire pour rendre le bâtiment le plus léger en impact carbone possible. Bonjour, Margot Pétillon. Hop, on va commencer par la présentation du projet. Bienvenue à Mouilleron-le-Captif, Gaëtan Périssé, je suis le responsable de développement de la marque Biofibre Isolation, donc une marque du groupe Cavac Biomatériaux pour la coopérative agricole La Cavac. Nous sommes donc dans les futurs bureaux de Cavac Légumes. Le choix qui a été pris, c'est de mettre en valeur notre savoir-faire interne à la coopérative sur toutes nos gammes de produits d'isolation biosourcés avec la marque Biofibre Isolation. Vous allez retrouver du béton de chanvre, vous allez retrouver des enduits chaud-chanvre, vous allez retrouver nos panneaux d'isolation souples et nos produits en vrac insufflés.
Alors nous rentrons dans les bureaux, un choix a été fait, le choix de la préfabrication. Donc un bâtiment qui se monte très vite, hein, en moins de 15 jours le bâtiment est levé. On est sur la chaîne vote, la petite paille au cœur du pied de chambre. Donc un opérateur à l'extérieur prépare le mélange, un opérateur à l'intérieur envoie avec une lance de projection de la chaux, la chaîne vote arrive en vrac, se retrouve enrobé avec la chaux autour de l'ossature et on se retrouve dans les cadres des règles professionnelles, un bâtiment qui pourra bien entendu être assuré. On est sur quelque chose qui va être égalisé et sur lequel viendra une matière de finition. Ce qu'on va monter voir maintenant en haut, c'est le Biofibre Trio qui a été appliqué lui en toiture. Le Trio, on est sur du chanvre, du lin, vendéen, coton. On est sur un produit sous avis technique qui est reconnu sur le marché auprès des constructeurs ossature bois, auprès des plaquistes. On travaille dans toute catégorie de chantier en termes de doublage intérieur, cloison, gestion de toiture. Et là, l'innovation, on va dire des 6 dernières années, c'est des murs préfabriqués, ossature bois, coulés avec du béton de chanvre chaud. Là-dessus, le gros intérêt de ces murs-là, c'est qu'on ramène de la masse, on ramène de l'inertie, on est perspirant. Aujourd'hui, l'innovation avec la construction biosourcée, ce n'est pas uniquement l'écologie, c'est vraiment une réflexion sur le fait que l'enveloppe du bâtiment nous ramène au fait qu'à l'intérieur, la climatisation sera quasiment inutilisée, voire pas du tout posée. Et ce produit-là, aujourd'hui, sur 26 cm d'épaisseur, sur 1 mètre carré, va avaler 75 kg de carbone. C'est un puits à carbone. Ce bâtiment-là, c'est 500 mètres carrés de bureau. Aujourd'hui, c'est 100 tonnes de carbone piégé. Ça, c'est tout l'enjeu qu'emmène la RE 2020. Et on est déjà un pied dans l'avenir avec la construction de ce bâtiment. Donc vous l'aurez compris, en fait, l'objectif aussi de ce bâtiment qui est une vitrine pour nous, donc il faut savoir qu'on le fait visiter régulièrement en local, c'est aussi de mettre en avant des solutions innovantes, mais toujours des solutions qui ont un périmètre technique qui est validé et qui est valable. On parle des DTU, on parle des avis techniques, là on parle de chaux-chanvre qui est sous règles professionnelles. On est clairement là sur une technique qui est déjà 100% française, il faut le savoir, au niveau du béton de chanvre. Et en plus derrière, on va avoir un axe de formation, c'est volontaire, pour emmener tout simplement les applicateurs de plus en plus sur des montées en compétences techniques, parce que je ne sais pas qui d'entre vous ici avait déjà vu ce type de bâtiment, mais ça ne court pas les rues, et pour autant, il y a plusieurs intérêts à privilégier aussi ce type de mode constructif. Néanmoins, je voulais finir sur une chose, c'est qu'on n'est pas dogmatique non plus dans l'approche, on n'est pas sur un produit peut tout faire, on n'est pas sur le biosourcé peut aller de partout. Le biosourcé doit encore progresser, le biosourcé doit encore gagner en fait et prouver en fait tout simplement ses capacités à nous accompagner dans la construction de demain. Et donc il y a la paille aussi qui arrive de plus en plus, des systèmes de plus en plus aboutis. Tout ça aussi pour nous permettre de relever les défis, soit qui nous sont posés au niveau des réglementations, mais pas seulement, aussi en tant que citoyen. Peut-être qu'on a envie d'autres choses pour notre avenir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. On a le temps de prendre une question si vous voulez. Comme ça, tu feras la transition avec la suite. Alors. Une toute petite question sur le coton, du coup, puisqu'on parle de ressources locales. Donc, le coton, d'où il vient? On est sur un coton en fait, qui est issu d'industrie. En fait, on est sur un coton, on est sur une chute de coton. Volontairement, on n'est pas sur un coton dit porté, on n'est pas sur un coton textile, on est plutôt sur un coton issu de la filière cosmétique. Majoritairement, on s'efforce de sourcer en France. Par moment, ça peut manquer, on ne va pas se cacher, ça peut venir d'un peu plus loin. On engage une démarche au niveau de Biofibre de limiter justement notre approvisionnement sur le coton. Pourquoi on a rajouté le coton sur le trio? Il faut le savoir, c'est qu'en fait, initialement, on était sur un chanvre-lin pur. Pour autant, le fait d'avoir incorporé du coton nous a fait gagner en résilience. Donc, clairement, les consommateurs aussi ont apprécié. Et nous faisait gagner aussi en résistance thermique. Mais ça, c'était au regard de nos connaissances techniques de l'époque. Dans le prochain site de production que nous sommes en train de fabriquer,
L'objectif, c'était pas non plus de faire plus, en fait. On peut faire plus, x4, x3, c'est une chose. Mais intellectuellement, notre président, lui, voulait un véritable saut technologique. Donc on travaille déjà sur d'autres types de produits pour toujours aller chercher de plus en plus local, bien évidemment, mais surtout renouvelable. Bon, bah, c'est l'heure de la paille alors. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Doragne. J'ai ici le rôle de représenter la filière construction paille. Donc je n'ai pas d'usine. Le RFCP, qui fait la promotion de l'utilisation de la paille dans le bâtiment, c'est une association loi 1901. Et je suis content qu'il y ait un administrateur dans la salle. Moi, j'en fais plus partie, je suis plus administrateur, mais je travaille avec le réseau français de la construction paille, surtout sur les aspects de l'approvisionnement, de la connaissance de la ressource, et puis sur des aspects techniques et d'évolution réglementaire. Et aujourd'hui, une grande partie de mon activité professionnelle, après avoir été utilisateur de la paille pour faire des bâtiments, c'est de faire de la formation professionnelle. Et donc, cette particularité-là d'être une association loi 1901 qui fait la promotion de l'utilisation de la paille de céréales dans le bâtiment, c'est que cette filière, elle démarre par les utilisateurs. On n'a pas de fournisseurs. On a une filière agricole qui produit de la paille pour d'autres usages et on vient acheter cette matière chez eux. Donc on vient même leur demander gentiment qu'ils nous accordent une partie de cette production qui est renouvelable chaque année. Donc c'est un process sans industrie. Donc évidemment, clairement, il va falloir caractériser le matériau. Mais voilà, la filière construction paille, elle ne s'appuie pas sur un lobbying, sur une filière de producteurs. Les céréaliculteurs n'ont pas mis un seul centime dans la promotion du matériau paille pour la construction. Donc c'est bien les utilisateurs qui financent leur propre filière et notamment tous les efforts de recherche et développement. Et c'est très très différent, par exemple, de la filière chanvre qui peut s'appuyer, comme on l'a vu, puisque un des emplois majoritaires de la filière chanvre, c'est le béton de chanvre, sur l'aide des fabricants de chaux, qui sont capables du coup de financer des efforts de recherche et développement, de caractérisation des matériaux. Derrière les isolants à base de fibres de bois, il y a toute la filière bois, y compris les forestiers qui sont des fournisseurs et qui cotisent. Donc il y a une vraie particularité. Donc cette ressource, ce qu'il faut savoir, donc c'est un coproduit. On n'est pas sur un déchet, on n'est pas sur une matière qui n'a aucune valeur. Non, elle a une valeur parce qu'elle est déjà récoltée chaque année. Donc là, le process, c'est que le blé qui est semé au début de l'hiver ou à la fin de l'automne, finalement, il est moissonné. Il est moissonné à partir du mois de juin, juillet, août, pour les régions les plus nordiques de la France. Et puis, évidemment, le céréaliculteur, il gagne sa vie en vendant du grain. Donc, l'objectif prioritaire, c'est de séparer le grain du brin. Les brins, donc, ils sont laissés sur le champ. Et parfois, ils sont laissés sur le champ aussi pour être réintégrés au niveau du labour pour des objectifs agronomiques. Et parfois, ils sont simplement mis en andin afin d'être pressés, c'est-à-dire récoltés pour des usages de la paille. Et donc, on sait à peu près chaque année ce qu'on va pouvoir récolter à l'échelle du territoire comme paille, puisqu'il y a une proportion d'environ 3 tonnes de paille récoltable à l'hectare de blé semé. Quand elle est pressée, cette paille, elle est pressée dans différents formats. Et vous voyez bien le paysage chaque été avec des grosses balles rondes.
Bon, ben ça, ces balles rondes, ça ne nous intéresse pas pour la construction. C'est pas le format adapté. Par contre, cette paille, elle est aussi récoltée dans 2 autres formats qui sont la petite botte rectangulaire et puis la grosse botte rectangulaire. Alors pourquoi il y a différents formats? C'est tout simplement une évolution du modèle agricole qui va chercher de la productivité, qui doit se passer de main-d'œuvre d'utilisation manuelle. Donc le format initial de la petite botte rectangulaire, c'était un format qui était manuportable, donc qui correspondait à un modèle agricole qui n'existe plus. Donc aujourd'hui, tout le process, c'est de la productivité avec un agriculteur qui manipule rien à la main, mais avec des fourches, avec des tracteurs, avec des engins particuliers. Par contre, nous, ça nous intéresse pour la construction que cette petite botte rectangulaire, elle reste en place dans le modèle agricole, qu'elle ne disparaisse pas du territoire et des pratiques. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle va durer. Elle va durer tout simplement parce que l'usage principal de la paille de céréales, c'est au sein du monde agricole. Parce que la paille, elle sert de litière. Et cette litière, donc, elle est appréciée par les éleveurs. Ils en ont besoin pour leur modèle économique, de produire de la viande ou du lait, du fromage, etc. Et en fonction des organisations de ces fermes ou de ces lieux de production, eh bien, les 3 formats sont adaptés à des types de bâtiments ou des types d'usages. Et donc, on sait qu'on aura toujours de la petite botte rectangulaire. D'autant plus qu'on a un allié qui est à mi-chemin entre l'agriculture et les loisirs, c'est tout ce qui est élevage de chevaux. Et pour les élevages de chevaux, il y a un format de botte de paille qui est privilégié, c'est la petite botte rectangulaire. Parce qu'on a beaucoup d'élevages où on a la configuration du box qui fait qu'on a besoin d'une petite botte de paille. Mais voilà, une fois qu'on a vu ces usages au sein de l'agriculture et du secteur du loisir hippique, eh bien là, on a eu à peu près 90% des utilisations de la paille en tonnage. Donc la construction paille, elle vient se servir à la fin, quand tous ces usages ont été couverts. Et donc potentiellement, voilà, chaque année, il resterait environ 5 à 10% des volumes de paille qui ne seraient pas directement sourcés vers l'élevage. Mais nous, on cherche à avoir des données toujours très actualisées sur ce sujet parce que la filière construction ne peut pas se mettre en concurrence d'usage sur la paille avec le monde agricole. Sinon, ça serait très, très contre-productif. On verrait vite des blocages. Et on a besoin de réactualiser nos connaissances très régulièrement sur cette question. Donc, on fait une veille avec le monde agricole. Et sachez que la production de paille, elle peut être très, très variable d'une année sur l'autre. Il y a des énormes variations en fonction des données météo notamment. Tout ce qui se passe au printemps et au début de l'été va avoir un impact sur la quantité de paille et la qualité de paille disponible. Donc tout ça, ça nous intéresse beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, on a fait plein de simulations avec des quantités de paille résiduelles. Est-ce qu'avec 1 million de tonnes, on peut prévoir de construire énormément? Oui, a priori, entre 500 000 tonnes et 1 million de tonnes, eh bien, on pourrait construire, en tout cas isoler, les murs d'à peu près tous les PC qui sont délivrés par an, pour les murs. Donc ça nous permet d'avoir une certaine vision sur l'avenir et le développement de l'usage de la paille en construction. Mais sachez qu'on veille. Ce qui est particulier, donc vous l'avez bien compris, c'est que cette botte, elle vient du champ et que c'est un matériau qui n'est pas industriel. Et pour pouvoir s'en servir dans la construction, il faut avoir une connaissance très fine de ce qu'il peut faire et pas faire, et de cribler, en fait, de dissocier une bonne paille pour la construction d'une mauvaise paille pour la construction. Pour ça, la qualification, elle se fait avec un référentiel technique qui nous place en technique courante. C'est des règles professionnelles. Ces règles professionnelles, elles ont été acceptées par l'Agence Qualité Construction depuis 2012 et de façon définitive à partir de 2014, après du retour d'expérience. Et dans ces règles professionnelles, on va avoir tout un protocole qui va nous permettre de qualifier le matériau, de le rendre opérationnel pour un usage dans le bâtiment. Et donc, ça fait l'objet d'un descriptif, d'un cahier des charges qu'on peut transmettre aussi à l'agriculteur. Et les indicateurs, les principaux sur la qualité de la botte de construction, c'est une paille qui est sèche. Donc, on va avérer qu'elle est bien sèche avec un outil adapté. Et puis, sa masse volumique.
Et tout ça va faire l'objet donc d'une procédure de qualification qui va déboucher sur l'établissement d'un bordereau récapitulatif qui vaut la même chose sur le plan normatif qu'une facture avec une norme, un coût de tampon CE sur une laine de bois par exemple. Qu'est-ce qu'on sait sur la paille? Alors comme on a présenté ça comme un isolant, hein, je suis là pour ça, mais il faut bien le savoir que la paille elle a une autre fonction qui est support d'enduit. Donc on peut optimiser son usage dans la construction en jouant sur ces deux fonctions. En ce qui concerne sa fonction isolante, comment va-t-on savoir le lambda pour calculer un R de la botte de paille alors que c'est un processus non industriel avec une certaine variabilité dans le champ? Eh bien pour le moment on fait appel à tout simplement un arrêté du journal officiel qui nous donne des valeurs estimatives un peu par défaut, moyennes, qui correspondent en fait à un intervalle de masse volumique. Ici, vous voyez, bon, la masse volumique qui est envisagée pour la construction, c'est au-delà de 80 kg du mètre cube. Et là-dedans, le législateur il met à disposition des thermiciens un lambda conventionnel. Est-ce que ça reflète la réalité de la performance isolante de la paille? Non. A priori, la paille est plus isolante que le lambda conventionnel le laisse supposer. Et comment je peux affirmer ça? Tout simplement par les retours d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, avec entre 8000 et 10 000 bâtiments, on sait très bien quelles sont les consommations réelles d'usage. Et donc, ça nous montre qu'en fait, par rapport à l'étude thermique qu'on peut faire sur un bâtiment paille en utilisant ce lambda conventionnel, eh bien, on obtient en fait des consommations qui sont inférieures à ce qu'avait déterminé l'étude thermique. Mais voilà, on manque aujourd'hui de laboratoires qui sachent faire de la mesure de lambda sur de la botte de paille. Et donc on cherche, hein, et donc il y a tout un programme là, qui est envisagé pour les années futures. Mais on voudrait bien caractériser beaucoup plus finement la capacité isolante de la botte de paille. Sinon, tout ce qu'on sait sur la botte de paille, voilà une liste d'essais. Est-ce que les termites s'intéressent à la botte de paille? Non, parce que c'est plutôt de l'hémicellulose plutôt que de la cellulose. Est-ce que la botte de paille se laisse traverser allègrement par la vapeur d'eau? Oui. Comment évaluer le déphasage d'une paroi avec la botte de paille? Eh bien, il nous faut un indicateur qui est rarement décrit par les fabricants d'isolants, c'est la capacité thermique massique. Et c'est grâce à la capacité thermique massique et d'autres indicateurs qu'on pourra calculer un déphasage. On l'a dit, donc les composants organiques volatiles, donc là on a un essai. Et puis tout ce qui est au feu, évidemment. Donc là, on compile des essais chaque fois qu'on peut, les faire financer. Et on sait que ce matériau, il est combustible, mais que par sa densité, il peut contribuer en fait à la sécurité des occupants, parce qu'il va protéger les ossatures qui sont noyées dans l'isolant botte de paille. Et donc là, on cherche aussi à collaborer avec les pompiers, avec tous les gens qui ont un regard sur la question. Donc c'est un sujet que je peux aborder tout à fait à la fin, mais qu'est-ce qui nous intéresse maintenant de savoir sur la botte de paille pour aller un peu plus loin? On connaît bien la paille de riz, mais elle n'est pas intégrée dans les règles professionnelles actuellement. Mais on a eu toute une campagne d'essais, de caractérisation qui nous amène à dire que finalement, paille de riz et paille de blé, on serait sur des caractéristiques équivalentes, voire peut-être un peu mieux pour la paille de riz. Le seigle nous intéresse aussi, parce que même si c'est des petits volumes, on sait que des caractéristiques de son brin vont potentiellement nous amener une vraie qualité sur la botte. Et puis, on suit évidemment tout ce qui est évolution du machinisme agricole, parce que, évidemment, la botte n'est qu'une conséquence de ce que la presse sait faire. Et donc, l'évolution, à chaque fois qu'il y a une nouvelle presse qui arrive sur le marché, on est très, très intéressé pour voir comment sont organisées les fibres, comment la masse volumique est faite, quelles ficelles sont utilisées, etc. Aujourd'hui, moi je m'intéresse, enfin aujourd'hui non, ça fait déjà 10 ans que je m'intéresse à tout ce qui est compression des bottes, décompression, la plasticité, comment on peut encore après le champ arriver finalement à tirer parti de cette matière qui ne se laisse pas faire. Hein. Une botte de paille, je ne sais pas si vous avez déjà un peu tripoté la chose,
ça ne se met pas en œuvre comme une laine de bois flex. Hein. Donc il faut forcément savoir comment elle va pouvoir se comporter à droite, à gauche, dans un sens, dans l'autre. Et donc là, on va chercher aussi à faire des expériences sur la plasticité. Et cette plasticité, elle est sans doute dépendante de plein de facteurs qu'on connaît mal actuellement. Mais voilà, on a quelques pistes. La rugosité des brins, c'est pour ça que toutes les céréales ne se valent pas. Et puis éventuellement aussi un taux d'humidité qui peut ramener dans le champ déjà un pressage qui est plus ou moins performant. Comme je vous le disais, les mesures de lambda, ça nous intéresse beaucoup. Et peut-être que dans le cadre d'un appel à projet avec l'ADEME, là, on va pouvoir intégrer tous ces sujets qui nous intéressent et puis avoir un peu de financement pour du labo. Sur les essais au feu, ce qui nous intéresse, c'est évidemment qu'il y ait des concepteurs qui, dans le cadre de projets assez ambitieux, en termes de hauteur ou de type d'usage, de type ERP, eh bien, qui puissent, sur le budget global de leur futur projet, intégrer des essais Le Pire, parce qu'un essai Le Pire, c'est entre 80 et 100 000 euros. Clairement, l'association Loi 1901 RFCP, elle n'est pas capable de financer ça. Mais par contre, dans le cadre d'un projet, c'est très très intéressant. Sur le feu, on voit qu'avec l'évolution de la norme, notamment des façades ossature bois, le DTU 31.4, il s'adosse aujourd'hui sur des appréciations de laboratoire. Et dans ces appréciations de laboratoire, on envisage tout type d'isolants, y compris des isolants combustibles, puisqu'il va y avoir une stratégie de composition de parois qui va jouer sur des écrans thermiques, sur des objectifs à tenir, mais pas forcément avec une obligation du remplissage non combustible. Et là, ça nous intéresse beaucoup. Et la filière bois a beaucoup travaillé sur la question des immeubles de moyenne hauteur, s'est retrouvée un petit peu secouée par la doctrine des pompiers de Paris, là, qui ont émis des avis sans doute pertinents, mais qui sont bridants pour la filière. Et dans la filière paille, nous, on s'intéresse, on se dit comment on pourrait contribuer finalement à la sécurité des bâtiments en bois par notre isolant qui est combustible. Et ben, en fait, en faisant comprendre qu'un isolant qui est avec une forte densité, eh bien, c'est protecteur. Et donc, on a évidemment des retours d'essais de laboratoire, le REI 120 que Pilar a cité, qui nous confirme ça. Et moi, j'ai eu l'occasion d'assurer une formation pour les architectes de la préfecture de police de Paris, donc ceux qui ont écrit la doctrine. Et ils sont très très intéressés par cette approche. Parce qu'un isolant peu dense dans une façade ossature bois, ce n'est pas facteur de sécurité, même si cet isolant n'est pas combustible en lui-même. Donc il y a vraiment un gros travail au niveau des biosourcés à agir dans ce sens-là, en combinaison structure bois et remplissage. Et puis dernier aspect, donc, est-ce qu'on peut construire en paille pour la RE 2020 ? Oui, on a tout ce qu'il faut. Hein, et ça faisait longtemps qu'on voulait savoir, notamment, si les impacts de la culture des céréales, en bio ou en conventionnel, se traduisaient aussi sur des impacts environnementaux mesurables sur l'isolant qu'on va produire. On est un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas une différence fondamentale en termes de kilos équivalent CO2 au mètre carré. C'est pas très spectaculaire. Et en fait, ça s'explique assez bien par les pratiques agricoles, tout simplement, qu'un agriculteur bio, il sort plus souvent le tracteur qu'un agriculteur conventionnel qui va utiliser des pesticides. Et donnant, voilà, les impacts sont assez similaires. On est intéressé aussi par les nouvelles pratiques. Et les nouvelles pratiques, c'est des opérateurs qui arrivent sur le marché et qui se placent entre le monde agricole et le monde de la construction et qui vont acheter de la matière brute dans le monde agricole, sous forme de balles rondes par exemple, et qui vont refaçonner des blocs isolants pour la construction, qui sont des bottes de paille, mais avec divers formats. Et du coup, ceux-là, ils vont réutiliser un petit peu d'énergie dans leur atelier pour faire des nouvelles bottes. Donc ça nous intéresse aussi de voir les impacts environnementaux. Mais on voit en tout cas que ces nouveaux interlocuteurs, ils répondent à une demande très intéressante parce qu'ils savent faire de la palettisation, ils savent faire du dépoussiérage, ils savent faire de la livraison, ils savent travailler avec les négociants. Donc c'est une des voies possibles. Le RFCP est garant de l'usage de la paille,
issue du monde agricole, sans transformation, mais est tout à fait intéressée aussi pour qu'une part des clients potentiels de la paille de construction s'adressent à des opérateurs qui vont leur apporter des services supplémentaires. Et donc il y a un des opérateurs, ici là, à droite, Profibre, qui a fait appel à la CAVAC pour investir dans un outil de production de bottes de paille à façon. Et donc il y a un catalogue aujourd'hui de bottes de paille, voilà, seconde transformation. Ça tombe bien, j'ai fini. Bon, on va donner à Sylvain le mot de la fin. On a vu donc que ces biosourcés sont appelés à se développer. On a vu que les filières sont en train de se mettre en place. Mais on a aussi des retours sur déjà des bonnes pratiques. C'est bon, c'est bon. Je comprends que tu commences à avoir faim, c'est ça? Merci d'être venus déjà tous, et puis merci d'être restés aussi, parce qu'il commence à faire tard. Je vais aller vite. Donc Sylvain Mangili, délégué régional de l'agence qualité construction. J'espère que vous connaissez l'agence qualité construction, mais en 2 mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association d'intérêt général qui fait de la prévention, qui fait de l'observation des descentes pour pouvoir faire après de la prévention, justement. Donc notre rôle, c'est d'accompagner aussi les filières, effectivement, pour que tout se passe bien, et d'améliorer la qualité de la construction d'une façon générale. Je vais passer vite. On est tous d'accord qu'effectivement, il faut qu'on diminue notre impact carbone, et du coup, les isolants biosourcés ont beaucoup de choses à nous apporter dans le bâtiment, c'est très bien. Malgré tout, on est aussi d'accord que si on a des contre-références, si on a des sinistres, réutiliser, revenir sur le chantier, c'est la meilleure façon de plomber notre impact, notre gain carbone. Donc c'est ça qu'on veut essayer d'éviter, effectivement. Et donc on a des retours d'expérience et des points de vigilance. Alors tout ça est disponible gratuitement sur notre site internet, donc vous irez voir plus en détail, mais je vous ai choisi quelques exemples pour montrer effectivement que même si c'est des matériaux très intéressants, qui ont plein de choses à nous apporter, ils ont quand même des points sensibles, des points de vigilance. Il faut avoir en tête, effectivement, ça a été dit par Pilar, qu'ils ont quand même une sensibilité à l'humidité et à l'incendie, notamment. Donc c'est les 2 principaux, on va dire, risques qu'il faut avoir en tête quand vous les utilisez. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, mais ça veut dire qu'il faut en être conscient et donc les utiliser comme il faut. Et ça a été évoqué dans une des questions, effectivement, le risque arrive en fait dès la phase chantier. Typiquement, effectivement, un stockage non protégé en phase chantier peut être problématique, en tout cas, pour les isolants biosourcés, que ce soit de la ouate ou des panneaux bois ou fibres bois ou autres. Pareil, il faut peut-être faire attention aux temps de séchage qui sont peut-être un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, c'est des choses qui sont vraies aussi pour les produits manufacturés, hein, je vous le dis tout de suite. Malgré tout, effectivement, les matériaux biosourcés peuvent avoir aussi une certaine sensibilité. Donc faites attention à ces points-là. Sur la photo de droite, vous avez par exemple un enduit terre sur isolant paille avec une fissuration, je ne sais pas si vous voyez bien, sur le site internet vous verrez les photos en meilleure qualité. Avec une fissuration, effectivement, puisque le séchage n'a pas eu le temps de se faire comme il faut. Toujours dans la phase chantier, effectivement, les mises en œuvre aussi, il faut faire attention. Alors c'est vrai encore une fois pour un isolant manufacturé. Sur cette photo-là, effectivement, alors vous ne voyez pas forcément, mais il y a effectivement un gros nuage annonciateur de pluie, puis on sait quand même un peu anticiper et prévoir maintenant quand il va pleuvoir. Typiquement, là, on n'a pas bâché. C'est vrai pour une laine minérale, mais c'est encore plus vrai. Là, c'est un isolant en bois, en fibre de bois. Et effectivement, c'est quand même dommage de dire qu'on a des matériaux qui sont testés, qui sont avec une démarche qualité faite par des industriels, pour les laisser sous la pluie. Là, typiquement, il faudra soit les changer, soit les laisser sécher. Dans tous les cas, en tout cas, c'est un impact sur leur performance. Un autre exemple à droite pour vous montrer qu'il y a aussi des bonnes pratiques, c'est peut-être réfléchir aussi à des phasages chantiers différents, c'est-à-dire de se dire, essayer de se protéger le plus possible des intempéries avant de pouvoir travailler effectivement à l'intérieur. Le risque chantier, effectivement, parce que dans la phase chantier, tout n'est pas fini,
tout ne marche pas encore, donc il y a plus de risques dans la vie du bâtiment après, à notre sens. Et effectivement, les accidents de chantier, typiquement, voilà, une étanchéité qui est peut-être pas forcément bien faite ou une perforation qui est survenue après. Et donc, une infiltration d'eau, effectivement, il ne faudra pas fermer, mettre le pare-vapeur directement, il faudra laisser le temps de séchage, voire changer le matériau. En tout cas, il faudra être vigilant pour éviter après le développement de moisissures, pour éviter un certain nombre de problèmes, et puis même pour avoir la performance énergétique, enfin la performance thermique en tout cas, que l'on souhaitait. Donc ça, il faut faire très attention, beaucoup de retours en ce sens-là. Toujours sur l'humidité, d'autres exemples. Alors là, c'est plus, on va voir à droite, donc ça va être. Alors c'est pas tout à fait un isolant. Là, c'est plutôt sur du bardage bois, mais il y a aussi l'isolant en bois qui est derrière. On le voit pas bien, mais effectivement, faire attention aux remontées capillaires ou au rejaillissement de l'eau sur une partie non protégée, une biosourcée non protégée. Et à gauche, vous avez donc des enduits sur isolation paille avec effectivement une problématique de remontée capillaire puisqu'on a ramené par endroits de la terre aussi. Donc voilà, contact avec l'humidité et des remontées capillaires. Donc là, on le voit assez bien, on a à 60-80 cm de hauteur toute une fissuration, c'est vraiment typique des remontées capillaires. Pendant la phase de vie du bâtiment, finalement, le risque est normalement moindre puisque voilà, tout a été fait pour que ça se passe bien, ça a été étudié pour. Par contre, il faut faire effectivement attention donc pas forcément lié en tout cas aux matériaux biosourcés, mais à l'accident. Typiquement, là, on a une fenêtre, un problème au niveau de l'appui de fenêtre, donc pénétration d'eau. Et effectivement, l'enduit chaud sur isolation paille qui est derrière va retranscrire cette problématique-là. Alors, c'est que le messager, hein, c'est pas de sa faute, lui, il y est pour rien. Mais par contre, effectivement, il va subir cette infiltration. Alors, le bon côté, c'est qu'à la limite, peut-être qu'il va le manifester peut-être plus vite que d'autres matériaux manufacturés. Donc, du coup, on pourra faire la réparation plus vite. Donc, c'est finalement annonciateur de la problématique. Mais par contre, voilà, il faudra réintervenir pour changer tout ça. L'autre photo à droite, c'est un cas classique aussi, plutôt en rénovation aussi, des moisissures qui peuvent arriver, soit à cause d'infiltration de pluie, soit à cause de rénovations qui n'ont pas forcément été bien faites, ou le diagnostic n'était pas forcément là et qu'on n'a pas pris en compte les différents types de matériaux qu'on peut avoir dans les parois. C'est un peu le cas aussi de ce côté-là, beaucoup de rénovations, donc on ne peut qu'insister pour faire un diagnostic effectivement quand on fait de la rénovation et puis éviter les matériaux trop épanches ou en tout cas d'une façon générale prendre en compte les différents matériaux qui existent. L'autre grosse problématique, donc, c'est le risque incendie. Ça a été abordé juste avant, justement. Donc, une paille, elle a une certaine performance, résistance au feu quand elle est compressée. En phase chantier, il arrive que des bottes soient éventrées ou qu'on ait besoin d'en éventrer. En tout cas, voilà, si on ne fait pas attention, qu'on nettoie pas le chantier et qu'on ne fait pas attention, si on a des chalumeaux dans le coin, une botte de paille, par contre, éventrée, sera beaucoup plus à même de s'enflammer. Quelques exemples de choses qu'on voit donc pendant la phase chantier encore, j'insiste sur cette phase chantier, et c'est effectivement peut-être un peu d'explication aussi, de sensibilisation à faire, notamment des interfaces et des interactions entre les différents corps d'état. Là, typiquement, vous avez un chalumeau qui est du côté du mur. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir mis dans l'autre sens, proche d'un mur en bois. Derrière, on a de l'isolation. Vous avez des exemples aussi d'isolation qui ont pu prendre feu à cause d'un plombier qui n'a peut-être pas pris les précautions habituelles, qui devrait prendre normalement, d'un étancheur. Donc, il faut faire effectivement attention à tout ça. Et d'une façon générale, effectivement, il faut sensibiliser. Alors c'est vrai pour d'autres matériaux, mais il faut sensibiliser les acteurs du chantier quand on utilise des matériaux biosourcés, dire de quoi on a besoin, de quelles sont les performances, quelles sont aussi les limites des matériaux ou les points de vigilance à avoir. Je reviens un peu en amont, effectivement, lors de la conception et de la mise en œuvre, quand même, nos retours d'expérience. Alors, je vous le dis tout de suite d'ailleurs, on n'a pas de sinistralité particulière avec les isolants biosourcés jusque-là. Alors, ils n'ont pas non plus aussi un énorme. Le marché augmente, mais on partait de plus loin. Par contre, effectivement, on a certains points qui ont été améliorés au fur et à mesure. Typiquement, ça va être sur des questions de sécurité
de distance de sécurité vis-à-vis des conduits de cheminée, ou aussi quelque chose de très connu aussi à votre droite, pour les isolants en vrac par exemple, bien sûr interdiction de les mettre directement sur des spots. Utilisez bien des capots de protection ou une double lame d'air. En tout cas, effectivement, éviter de faire des feux couvants, tout simplement. C'est valable aussi pour d'autres types de matériaux, mais effectivement, la partie carbonée des isolants biosourcés leur donne quand même, malgré tout, une sensibilité à l'incendie, pour certains, en tout cas, accrue. Tout ça pour vous dire que tout ce que je viens de vous dire, c'est aussi valable pour d'autres produits manufacturés, mais voilà, la sensibilité à l'humidité, la sensibilité face au risque incendie, il faut l'avoir là en tête quand vous utilisez ou vous prescrivez des matériaux biosourcés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, encore une fois. Et donc les points de vigilance à avoir donc, en conception, toujours, en mise en œuvre, bien entendu, la phase chantier, j'en ai parlé aussi, et en moindre mesure pendant l'entretien, la maintenance, mais plutôt en moindre mesure. Ça a été, j'ai bien fait de faire court, mais je voulais rajouter effectivement peut-être le tableau, mais Pilar l'avait mis, donc c'est très bien. Vous rappelez qu'en fait vous avez, si vous voulez utiliser ces matériaux, déjà tout en main, ou beaucoup de choses en main, ça a été rappelé. Il existe des DTU, il existe des recommandations professionnelles RAGE, il existe des avis techniques acceptés, sur liste verte, il existe des règles professionnelles acceptées par la C2P, donc beaucoup de choses à disposition. Sur ces matériaux et isolants biosourcés qui vous permettent de les utiliser de façon sécuritaire, d'être assuré, donc d'être en technique courante. Et bien entendu, vous pouvez aussi faire de l'innovation, c'est pas un problème. Vous pouvez utiliser des produits sous ETN aussi. Par contre, là, pensez simplement, parce que c'est la technique non courante, donc pensez simplement effectivement à avertir vos assureurs avant. Voilà, j'en ai fini, parce qu'il fallait faire court. Et que vous avez tous faim et soif. Éventuellement, s'il y a des questions, je peux en prendre une. Autrement, je suis à votre disposition. Il y a une question. Merci. C'est à la fois une question et un oubli. L'oubli, ça concerne la condition pour laquelle les règles professionnelles ont été acceptées par la QC, c'est qu'elles soient adossées à un dispositif de formation. Est-ce que vous pouvez... Alors, oui, c'est spécifique alors, effectivement, vous l'avez dit, les règles, isolation paille, en tout cas, sont certainement les premières des biosourcés à être venues, donc elles sont un peu historiques, elles sont acceptées par la C2P, donc technique courante, et à l'intérieur, effectivement, il y a une obligation, alors c'est valable aussi pour d'autres matériaux, pour d'autres avis techniques, c'est-à-dire qu'effectivement, ça s'apprend, et ce n'est pas des choses qu'on apprend forcément dans les cursus habituels, donc effectivement, elles sont adossées à une formation. Mais ça, je vous en laisse faire la promotion lors du pot après, s'il y a des gens qui ont des questions sur le sujet. Douglas, je te laisse conclure. Bien, merci à tous. Du coup, voilà, c'était enregistré. Merci à tous pour vos présentations. Donc, on continue juste les échanges. C'est dans la petite pièce qui est derrière où on a dressé le buffet. Ne partez pas tout de suite, on compte sur vous pour terminer ensemble. Merci, bonne soirée, à bientôt.